Bienvenue à Parle, Jase en ce mercredi 8 octobre. Avec des invités sur le panel aujourd'hui, Luc Doucette qui est avec nous. Salut Bonjour Luc. Seb, quelle belle journée. Je suis sorti de chez moi, mais ce matin, il était vers 6 heures pour un peu vérifier la température. Il y avait un vent chaud qui soufflait. Me fermer les yeux, puis m'éclus, me voir à Cuba. Tu pensais à Cuba? Sauf l'odeur de Cuba, mais c'était, quelle belle température. Oui, un vent chaud, c'est agréable. Hein? Très, très agréable. Moi aussi, je m'attendais à plus froid que ça aujourd'hui, mais ça s'en vient, hein, le temps se rafraîchit. On va avoir des journées plus fraîches, mais la pluie, on en a besoin. Alors, on est très content. Absolument. On va recevoir, d'après ce que je peux voir, de 25 à 35 mm. C'est dû, c'est sec partout. Oui. Et en parlant de température, d'humidité ou de le sol qui est très, très sec, je remercie Mario, M. Carotte, qui m'a bien guidé, bien conseillé comment transplanter mes plants de rhubarbe. Puis moi, je suis vraiment pas un agriculteur. Là. Sans Mario, j'aurais pas pu. Là, j'ai fait ça hier et avant-hier. J'étais très fier. Ça a bien, bien réussi. Donc, je vais être capable d'apporter des tartes l'an prochain. Ben, merci Mario. Hey, c'est une ressource fantastique. Absolument. Il connaît Monsieur un peu de tout ce qui touche légumes, fruits. Écoute, c'est notre expert. Mais aussi bien que j'étais content, autant que la moutarde m'est montée au nez hier, lorsque j'ai appris que notre bon gouvernement provincial avait permis à Énergie Nouveau-Brunswick d'avoir des représentants sur le comité de sélection chargé de choisir des experts qui vont les évaluer. C'est comme demander aux renards de surveiller le poulailler. Oui, c'est à peu près ça. Je trouve ça tout à fait ridicule, puis je ne comprends pas le ministre des Finances qui défendait la décision du gouvernement. C'est clair, c'est inacceptable. Comment peut-on demander à Énergie Nouveau-Brunswick de nommer des personnes qui vont les évaluer? Ils ne vont pas choisir quelqu'un qui va leur donner des notes négatives, ça, c'est sûr. C'est en certain. tout cas, c'est ma montée de moutarde aujourd'hui. Ma montée de lait aujourd'hui. Bienvenue La moutarde à l'émission, Luc. Et on va se tourner vers notre invité aussi aujourd'hui. On reçoit Paris Sudite, juriste, que vous connaissez peut-être il y a une dizaine d'années. Elle a été sur Parle Jase avec JR. Bonjour, Paris. Ça va bien? Oui, bienvenue à l'émission. Ben, re-bienvenue à Parle Jase. C'était pas moi à l'époque. Je suis vraiment contente d'être revenue. Et M. Doucette, oui, il y a comme un petit peu de conflit d'intérêts, on pourrait dire, dans une situation comme ça, puis peut-être appréhension de partialité qui va peut-être arriver. On va voir. Le dossier continue là-dessus. Moi, je dis pas d'apparence de conflit d'intérêts. C'est très clair. Lorsqu'Énergie Nouveau-Brunswick il fait partie du comité de sélection qui choisit les experts qui vont les évaluer, oui. C'est tout à fait... Écoute, c'est aberrant. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est bizarre, très bizarre. Il va falloir aller au droit administratif là-dessus. Oui. Et j'accueille aussi Roger Doiron qui vient d'arriver. Bonjour, Roger. Bonjour tout le monde. Content de t'accueillir à l'émission aujourd'hui. Bon, on va avoir un grand panel complet aujourd'hui. On va traiter de plusieurs sujets et avec la présence de Paris qui a beaucoup œuvré dans la justice sociale. On va parler entre autres du mois du traité de paix et d'amitié des peuples autochtones. Restez bien branchés et on vous invite à participer à l'émission. C'est parti pour PPJJ du 8 octobre. Bon mercredi à tous. Ici en studio aujourd'hui, Luc Doucette, Roger Doiron et Paris Sudite qui est avec nous. Et re-bienvenue. Je voudrais qu'on parle du mois du traité de paix et d'amitié des peuples autochtones. On est direct dedans. Paris, oui. De quoi il s'agit exactement? Le mois d'octobre a été désigné le mois où est-ce qu'on commémore et on fait du partage de la vérité sur l'histoire du terroir. Les peuples Abénaki, Mi'kmaq, Wolastoqey, Passamaquoddy, ce sont les 3 Premières Nations de la Confédération abénakise des Maritimes, Penobscot étant la 4e, qui ont signé le traité de paix et d'amitié avec la couronne britannique dans les années 1700. Et qu'est-ce que ça signifie? Parce que là les Acadiens avaient refusé de signer un certain traité à l'époque. J'ai une question pour tous les Acadiens de la province. Et étant donné que c'est mon domaine en droit, j'ai fait un bac en histoire de la colonisation à l'Université de Moncton. Et la déportation des Acadiens
On sait tout ce que c'est, les Acadiens, on connaît notre histoire. On sait qu'en 1755, les Anglais sont venus, puis ils ont brûlé les maisons. Ils ont pris les femmes, ils ont mis sur un bateau, ils ont pris les hommes, ils ont mis sur un autre bateau, ils ont pris les enfants, ils ont mis ça sur un autre bateau, puis ils nous ont shippés en dehors de l'Acadie, parce que la France avait donné la colonie de l'Acadie à la Nouvelle-Angleterre. Et ça, nous, les Acadiens, lorsque les Anglais sont arrivés, puis nous ont dit, vous devez signer l'allégeance à la couronne britannique. Ça, ils ont refusé. Carrément. Parce Tout que à fait. nous, on était amis avec le peuple Micmac et il n'y avait pas question qu'on allait signer une allégeance à la couronne britannique. Et ça fait qu'ils nous ont chippés. Ils nous ont déportés en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, puis dans d'autres colonies. Et je me demande la question... Oui, M. Doucette? Petite correction, les Acadiens n'ont pas été déportés en Louisiane. Les Acadiens se sont rendus en Louisiane par après, voulant rejoindre un territoire français. Oui, c'est vrai, mais il y en a qui ont été chippés, par exemple. Parce que ils le ont beau été chippés soleil est en revenu. Nouvelle-Angleterre, en Grande-Bretagne, en France, aux Puis îles dans- Malouines, un peu partout, aussi en Atlantique, là, dans le sud. Là. Puis la chose qu'il faut se demander, moi, la question que j'aimerais savoir, puis je me pose la question, puis je pose aussi aux élèves dans les écoles, dans les districts francophones. Nous, étant donné qu'on a refusé de signer l'allégeance avec la couronne britannique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, en 2025, lorsque il faut qu'on soit signataire du traité de paix et d'amitié? On est tous signataires en tant que Canadiens de l'Atlantique, des Maritimes. On est signataire du traité de paix et d'amitié en tant que citoyen canadien. En faisant de la justice réparatrice, puis en sachant que c'est une plaie ouverte, les relations entre les Acadiens et le peuple Micmac en particulier, à cause de la loi sur les Indiens, qui est du droit anglais, à cause du système des réserves et des chefs de bande, conseils de bande, ça a causé une ségrégation. Et j'aimerais en parler. Qu'est-ce que ça veut dire être signataire du traité de paix et d'amitié en 2025? Et comment est-ce qu'on peut, nous, les Acadiens, apprendre à renouer les liens d'amitié? Ouvrir notre cœur. Ouvrir hein, notre on est dans la- cœur, puis d'apprendre à faire les choses comme il faut aujourd'hui. Tu sais, ça fait comment est-ce qu'on jase, qu'on crée des espaces sécuritaires pour réapprendre à se connaître, puis à se côtoyer. Comme là, samedi dernier, le 27, à Dieppe, la ville de Dieppe, la communauté de Dieppe, la ville, nous ont demandé de produire un événement pour commémorer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Fait qu'on s'est roulé les manches, puis on a mobilisé les femmes. C'était des sociétés matriarcales, hein? C'était les femmes qui étaient la gouvernance. La loi sur les Indiens, les chefs de bande, conseils de bande sur les réserves, c'est tout du droit anglais. Fait qu'on est allé voir les maires de clans, qui sont la gouvernance encore aujourd'hui. On est sur les territoires non cédés des peuples Abénakis et Micmac, ici, à Shediac. Puis, on a ramené ensemble Lorraine Claire, dont je veux vous parler. Elle a un super de projet, Guerrier Ours Blanc. Oui, le projet White Bear Warrior Oui. en anglais. Oui, OK, je voudrais qu'on en parle, mais vous Puis, pouvez continuer. à Dieppe, Lorraine Claire est venue. Un aîné Micmac, du nom de Maxwell Francis, est venu ouvrir en cérémonie. On a accueilli des résidents de la municipalité de Dieppe ensemble, nouveaux immigrants, acadiens, francophones, irlandais, écossais, anglais. Ils sont venus au Centre culturel des arts et de la culture de Dieppe pour avoir une journée. Fait qu'on a fait une dégustation de recettes acadiennes et Micmac. Fait qu'ils ont pu manger du luskinnigan, qui est du pain Micmac, puis une sauce au bleuet, parce que c'est la saison des beluets. beluets. Des beluets, ça fait qu'ils ont eu une expérience de vraiment du terroir. Puis c'était un espace sécuritaire. Wow, puis il y a une Pour belle ouvrir nos diversité cœurs. de gens qui Puis- s'est présentée. Oui, puis poser les questions. On a tout le temps peur. On a peur, on hésite. La plaie est ouverte. Fait qu'on ne sait jamais comment s'y prendre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Vous comprenez? On est tous en train d'apprendre à faire des choses comme il faut. Fait que Lorraine est allée avec une ouverture de cœur et d'esprit, puis elle a partagé beaucoup d'histoires. Comme elle dit qu'en 1752, ça c'est 3 ans avant la déportation des Acadiens, les chefs Micmac ont dû, sous pression, en anglais on dit « under duress », ils ont été obligés de signer
le traité de paix et d'amitié parce que là, Cornwallis avait envoyé un ordre qu'il allait compenser tout le monde qui apportait des scalps. C'était le terrorisme pur dans ce temps-là. Et ils avaient perdu beaucoup de vies. Et leur culture, leur façon de vivre et leur connexion à la terre-mère était en train d'être dénigrée. Ça fait qu'ils sont ralliés puis ils sont allés signer le traité de paix et d'amitié. Et elle dit qu'ils ne savaient pas écrire, là. L'alphabet, tel qu'on la connaît de A à Z, c'est colonial. La culture Mi'kmaq, leur alphabet, ils ont dû, pendant plusieurs fois, il y avait 4 versions différentes de l'alphabet parce que c'était culture orale. Ils étaient des cultures nomades. Ils suivaient les rythmes de la terre-mère. Ils voyageaient, ils et elles voyageaient, suivaient les rythmes des saisons, le gibier, l'agriculture, c'était les fraises, les framboises, les noisettes et ainsi de suite. Les bleuets. La médecine, les bleuets, justement. Fait que les saisons, ils voyageaient. Puis elle expliquait que, étant donné qu'ils ne pouvaient pas signer et que les surintendants britanniques leur faisaient signer un traité écrit qu'ils ne pouvaient, ils et elles ne pouvaient pas lire, ils ont signé avec leur clan, qui est comme la loute, le saumon. Ils ont signé avec un hiéroglyphe. OK. Un petit dessin dessin qui représentait leur clan. OK. En 1752. Fait que ça, vous pouvez aller voir ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'archéologie, la généalogie. Il y a des preuves de ça. Vous pouvez les trouver dans les archives, vous pouvez trouver à l'Université de Moncton, dans la chaire d'études acadiennes, et ainsi de suite. Le traité de 1752. Là, je vais vous apporter sur un des sujets qui est hyper important. Lorsqu'on parle de justice réparatrice, de réconciliation et de guérir les plaies qui sont grandes ouvertes en ce moment, la culture Mi'kmaq a été vraiment bafouée depuis l'arrivée des coloniaux. Fait qu'anglais, irlandais, écossais et acadiens, lorsque nous, les Européens, sommes arrivés ici, sur l'île Tortue, qui est l'Amérique du Nord, on est venu avec notre égocentrisme extrême et nos façons de vivre coloniales. L'éducation, telle qu'on la connaît ici, partout en fait au Canada, est un système d'éducation qui vient des missionnaires, parce que c'était les entités chrétiennes qui s'occupaient de l'éducation avant la création du Canada. Et ça a été un traumatisme énorme parce que la spiritualité autochtone du terroir n'est pas une spiritualité chrétienne. C'est autre chose. Ils vivent en synergie et en harmonie avec la terre-mère. Donc, pour eux, un des sujets que les mères de clan, qui sont la gouvernance, elles essayent très fort en ce moment de reconnecter avec leur système d'éducation qu'ils et elles avaient avant les premiers contacts. OK. Lorraine Claire, qui est une aînée Mi'kmaq de Elsipogtog, de la réserve d'Elsipogtog, elle a un rêve de créer une école mobile. Et elle m'a approché, les productions et services juridiques de la Vieille-Rivière, puis elle dit, Paris, elle dit, tu peux-tu nous aider avec ça? J'ai dit, moi, je suis là. On se roule les manches, puis on se met les mains à la pâte, comme dirait ma grand-mère Cormier, puis on va faire du bon pain. Je vais apprendre à faire du louskinigan si tu me permets de l'apprendre, mais si tu veux me permettre de prendre la recette. Mais l'autre chose, c'est qu'elle a dit, maintenant qu'on est dans un ère contemporaine, il faut que ça connecte avec la réalité d'aujourd'hui. Ça fait qu'elle dit un autobus mobile. Un autobus mobile avec des écrans, puis on va permettre à nos aînés, parce que là, en ce moment, lorsqu'on parle de réconciliation et de partage de vérité, il y a des slogans qui sont partis dans les 30 dernières années. Idle no more. En est un. L'autre qui est récent, From now on, never about us, without us. À partir de maintenant, prenez pas des décisions jamais sur nous, à propos sans de nous. nous, sans nous, Ouais. qui touche avec les standards internationaux de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Free, prior and informed consent. Consentement libre et au préalable. Consentement informé, libre et au préalable. Ce qui veut dire, dans le système d'éducation, on ne peut plus enseigner
l'histoire du terroir de l'Amérique du Nord et parler des peuples autochtones en leur nom avec des curriculums scolaires qui ont jamais intégré leur version de l'histoire. Donc, ça prend vraiment des représentants, des personnes Oui. qui sont au courant, qui vont venir participer à ces projets scolaires. Oui, et c'est en train de se faire en ce moment. C'est On bien, est en ça. train de... Kwekwe, qui est un nouvel outil pédagogique qui vient d'être... Les mères de clan ont été invités et les aînés ont été invités à faire partie d'un comité, les districts scolaires francophones, et ils ont révisé les curriculums. Ils ont commencé en 4e année, ils ont fait 4e, 5e, 6e, 7e, et je faisais partie du comité, puis ça continue. Ça fait qu'ils vont commencer à réécrire la vérité, là. Puis inclure les Premières Nations dans toutes les sphères où est-ce que c'est important. Lorsqu'on parle de justice réparatrice et du partage de la vérité, c'est essentiel qu'on commence à le faire. Nous, on le fait sur le terroir avec l'organisme à but non lucratif, les productions et services juridiques de la Rivière. On amène les gens ensemble, on crée des espaces sécuritaires pour partager la vérité. Lorraine est allée à Dieppe avec Maxwell Francis, puis on avait aussi une danseuse traditionnelle de l'Estigouche, de où est-ce que moi j'ai grandi. Son nom est... Attends un petit peu. Je l'ai dans... ma mémoire me fait... Elle a dansé, puis elle a ouvert en cérémonie avec Maxwell. Ça va venir. Je vais continuer. L'ère guerrier ours blanc, l'essentiel, c'est qu'elle veut que les aînés parlent. Et elles vont commencer à intégrer la langue. Si on veut commencer à comprendre comment est-ce que les peuples autochtones d'ici lisent la terre, mère, connectent avec elle, ce qui va changer nos coutumes, nos valeurs énormément. Ce qui est bien, parce qu'on va être beaucoup plus protecteur de la terre-mère. Fait que Guerrier ours blanc, et c'est un concept où est-ce qu'elle va avoir des écrans, où est-ce que les aînés d'ici vont nous parler, vont nous enseigner sur différents éléments. Les aînés des peuples autochtones, puis les femmes en particulier. Oui, justement. Et elles pourront aller n'importe où, dans les écoles, dans les cours d'école, amener l'autobus, les festivals, dans toutes les communautés. C'est un projet qui est déjà bien entamé? Oui, ça fait depuis ça va voir le jour, oui, ou... depuis 2023. 2023, elle nous a approché, elle a dit, Paris, elle a dit, on aimerait vraiment que tu nous aides avec ça. Elle a déjà fait un peu d'analyse de où est-ce qu'elle peut trouver l'autobus. Elle a déjà commencé ça. Puis on cherche des fonds, naturellement, parce que créer un autobus de cette envergure-là, ça prend des fonds, naturellement. Et c'est avant-gardiste parce qu'elle veut vraiment aller vers les énergies renouvelables, s'assurer qu'on se distance des énergies fossiles. En étant protectrice de la terre-mère, elles veulent changer la game, là. C'est comme qu'on dit en Acadie du Sud-Est, elle veut vraiment changer les choses. Et elle est vraiment appuyée par les mères de clan qui disent c'est le temps qu'on aille enseigner nous autres mêmes. Et pour eux, c'est ce que j'ai vu, c'est aussi une guérison parce que les pensionnats autochtones et la dernière vague, les 60s, les pensionnats, les écoles de jour qui ont été imposées au peuple autochtone, a vraiment bafoué leur culture. Mm-hmm. Perte de langue, perte de coutumes, perte de spiritualité. Puis on les séparait de leur famille. Dans la plupart du temps, on les emmenait loin en autobus. C'est épouvantable. La plupart des pensionnats étaient à 300, 400, 500 km des communautés. Et pendant 8 à 10 mois de l'année, sur les réserves, il n'y avait aucun enfant. Vous pouvez imaginer le traumatisme? Énorme. Et souvent, les enfants ne retournaient pas, mettons, à l'été, durant les vacances, ils restaient au pensionnat. Là. Oui. Ça arrivait aussi. Et je dois vous dire, vous parliez, Mme Sudite, de l'enseignement de l'histoire autochtone dans les écoles. L'histoire acadienne n'est pas encore enseignée convenablement dans les écoles. Comment j'allais à l'école? Il y avait peut-être un chapitre de nos livres d'histoire. Puis le premier livre d'histoire que je me rappelle qu'on a vu, c'était un livre rouge. Roger doit s'en rappeler. The British North American History. L'histoire britannique nord-américaine, c'était ça. Puis c'est sûr, l'histoire est toujours écrite par le conquérant et on a subi au même titre que les Premières Nations. Ça, c'est clair. C'est des sujets que si on regarde ça au niveau macro, c'est les marginalisés, opprimeurs, opprimés, majoritaires, minoritaires. Fait que les peuples marginalisés, les groupes culturels qui sont minoritaires,
souvent se font assimiler ou se font bafouer à n'en plus finir. Puis ça a été une lutte extrême pour préserver la langue, la culture. Les Acadiens, on s'est battus, on se bat encore dans une mer coloniale anglaise. Tout est anglais au Canada, prédominamment. Et là, ben, on parle d'appréciation de la diversité, on parle d'inclusion, on parle d'antidiscrimination, on parle d'égalité, d'équité. On parle de bien-être communautaire. Et ça, ben, c'est des sujets qu'il faut vraiment se pencher. Ça fait que Lorraine, si vous voulez lui aider, nous, on va créer un événement dans le contexte du mois du traité de paix et d'amitié. Probablement, c'est pas encore déterminé, ici au Centre culturel de Shediac. Pour commencer, encore, c'est des petites activités qui font une différence. Comme qu'il y en a eu une à Dieppe samedi dernier pour la Journée nationale de la paix, de la vérité et de la réconciliation. On va en faire un autre, puis on va poser la question aux Acadiens, Irlandais, Écossais de Shediac. Qu'est-ce que ça veut dire être signataire du traité de paix et d'amitié en 2025? Comment est-ce qu'on peut aider les Premières Nations à revivre? Moi, mon rêve, elle a un rêve d'une école mobile, Paris, ici, la Cormier, de Saint-Quentin-Kedgewick. J'ai un rêve que Mi'kmaq redevienne à 100% Mi'kmaq. Partout, pas juste sur les réserves. Ça, c'est mon rêve. Que la terre redevienne aux peuples autochtones dans l'entièreté. Oui, puis qu'on apprenne à vivre avec une culture que, au premier contact, lorsque les missionnaires sont arrivés et les surintendants des colonies sont arrivés, on a été trop ethnocentriques, trop égoïstes pour voir la richesse des Premières Nations et ce qu'ils avaient à nous offrir. On est tous ici des invités, là. On est encore aujourd'hui sur le territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Les colons qui pensaient qu'il y avait tout à leur montrer comment vivre, mais ils ont omis qu'il y en avait beaucoup à apprendre. Oui, il faut avouer par contre que les Français, lorsqu'ils sont arrivés, sont venus vite amis des Premières Nations, Mi'kmaq, les Hurons. Et ils n'auraient jamais survécu aux hivers canadiens, n'eût été de l'aide et de l'ingénierie. Moi, j'appelle ça de l'ingénierie des Premières Nations. Hyper, comment faire des raquettes. Innovateur. OK, t'es dans le bois l'hiver, t'es dans la plaine, il y a beaucoup de neige, le soleil brille, tu vas venir aveugle. Tu fais avec de l'écorce, tu te fais des lunettes pour des lunettes à soleil. Le sirop d'érable, les médicaments que les Premières Nations et les Mi'kmaq pouvaient sortir pour préparer, pour concocter, pour aider. Hey, les gens arrivaient ici avec le scorbut. Tout de suite, on leur disait, OK, son connaissant, on va vous aider. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'on n'allait pas survécu. Oui, justement. Puis vous, M. Doucet, vous venez du Nord, moi aussi. Oui. Dans la baie des Chaleurs, si on prend la peine, ceux-là qui font du tourisme culturel ou écologique, ça vaut la peine parce que à l'entrée, dans l'estuaire, où est-ce que la baie des Chaleurs tourne dans la rivière Listigouche, que nous, les Français, on a francisé, puis on dit Restigouche. Oui. La rivière Listigouche. Puis je le prononce pas comme il faut, je suis désolée, le peuple Mi'kmaq. Je vais apprendre, je vous promets. Mais là, il y a une histoire de lorsque les Anglais sont arrivés dans baie. Fait que là, ils sont partis de la région de la Nouvelle-Angleterre, Boston, New Hampshire, puis ils ont monté. La dernière bataille navale en Amérique du Nord entre la France et l'Angleterre a eu lieu entre Pointe-à-la-Croix et Campbellton, en embouchure de la rivière Estigouche. Justement. Tout à fait. Si les 3 navires français, le Machaut, le Marquis de Mallows et le Bienfaisant, avaient pu se rendre à Québec, il n'y aurait pas eu de bataille des plaines d'Abraham. La fameuse bataille des plaines d'Abraham, ça a duré 20 minutes. Ça a déterminé le sort de l'Amérique du Nord. Donc, si nos 3 navires français avaient pu se rendre à Québec, l'Amérique du Nord serait francophone aujourd'hui. Oui. En majorité francophone et espagnole. Et quand même incroyable de penser à ça. Oui, ça fait que... Puis si vous allez... Parce que du côté de la Gaspésie, fait que du côté nord de la rivière, l'estuaire de la rivière Listigouche, il y a en fait un centre. Et ils racontent l'histoire. Et le peuple Mi'kmaq, eux, si vous allez leur parler, ils ont beaucoup de... C'était des cultures orales. Et ils peuvent remonter des 1000 ans, là, et vous dire en détail, nommer des noms et des faits. On a de la misère, hein, les coloniaux, de penser qu'on suit toujours l'écrit.
On va dans les archives de l'Empire britannique ou les Espagnols et tout, et on va voir l'écrit. Il y a des peuples autochtones sur la planète, ils peuvent remonter 50 000 ans et vous dire en détail ce qui se passait. C'est pas des choses qu'on peut concevoir. On a de la difficulté. On est un peu fermé dans notre boîte, là. Mais si on peut ouvrir notre cœur et notre conscience, on va peut-être apprendre des choses. Donc, eux autres, c'était par transmission orale, puis Oui. ils sont connaissants de millénaires de culture. Oui. Je dois vous dire qu'on était, nous, plus facilement en contact que quelqu'un qui vient de jouer avec 50 ans. Lorsqu'on vivait, puis je fréquentais l'école à Dalhousie, c'était la polyvalente bilingue, et puis les gens de Hill River Bar, les Premières Nations de Micmac, étaient là. Et parmi mes amis, il y avait des Micmac. Et en 1992, on organise un voyage d'échange entre les 8e années de mon petit village de Balmoral, 24 jeunes qui se rendent en France, à la région de Champagne, pour voir, pour créer les liens avec les amitiés acadiennes. On est là 16 jours. Puis avant de revenir, je demande aux 24 jeunes Français, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Et les 4 adultes les accompagnaient. Les 23 jeunes, 4 adultes dirent, on veut voir des Indiens. Je dis, on va vous organiser ça. le 24e dit, toi, qu'est-ce que tu veux voir? Moi, monsieur, j'aimerais voir des ours. Donc, lorsque je suis revenu à Balmoral, j'ai pensé, qui sont... Puis ces gens-là venaient fin avril, début mai. Qui sont nos meilleurs braconniers à Balmoral? Non. Je suis allé voir les messieurs, j'ai dit, là, je veux pas que vous tuez les ours, mais je veux que, si possible, que vous alliez en forêt avec ce jeune-là. Allez les voir manger Le jeune est arrivé. distributions de framboises. Il avait vu la maman mieux, ours, ça. les 2 petits oursons. Puis à essayer de manger du saumon dans la rivière. Je me rends à Hill River Bar rencontrer Everett Martin, qui était chef à l'époque, qui fréquentait l'école avec moi. Je dis, Everett, j'explique qu'on a un groupe de Français, il me avoir des gens des Premières Nations. Peux-tu me donner 15 minutes de ton temps avec Mme Labillois, l'aînée, vêtue en costume traditionnel? Il dit, non, je peux pas faire ça. Il dit, on va faire mieux que ça. On vous invite pour un powwow. Et on était les premiers à leur demander cela. Ils étaient plus honorés que nous autres, on pouvait l'être. Les Français ont été éblouis, je vous le dis, ils en parlent encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, 33 ans plus tard. Oui. Puis moi, on est allé avec Chad Gideon, qui est en fait un ancien conseiller du conseil de bande de la réserve de l'Estigouche. Lui, on a fait à l'école, justement, à Dalhousie. Et la réserve à Dalhousie se trouve direct dans le milieu de Dalhousie. Ça fait que là, on avait les 10, 11, 12 de l'école secondaire de Dalhousie. Et je leur ai posé la question... Où est la réserve la plus proche de vous autres? Il n'y avait aucun d'eux qui pouvait me donner la réponse. Puis dans les 10, 11, 12, tu avais des jeunes Micmac, dont une dizaine de filles. Ils étaient là, puis ils répondaient pas, puis ils se regardaient tout en voulant rire. Tu vas voir, Paris. Tu vas voir ce site-là. C'est ce qu'il faut décoloniser. Il faut qu'il... Là... Pour les jeunes, le mot réserve, ça veut rien dire. Oui. Ils parlent de la communauté de Hill River Bar, la communauté de l'Estigouche. Oui. Pour les autres, le mot réserve, ça veut rien dire. Nous, on a été éduqués, on parlait de réserve. Oui. Hey, écoute, il y a des réserves. Ça, en réalité, c'est l'équivalent d'un zoo. C'est ce que les Britanniques ont voulu faire. Oui. Ce que l'homme blanc a voulu faire aux Premières Nations. Mais moi, dans mon temps, il n'y avait pas de discrimination. Là. De ces gens-là fréquentaient l'école, c'était nos amis. Oui, ça fait que ça, ce qu'il fait faire, c'est qu'ensemble, on va réapprendre à se connaître, puis à s'aimer, puis à s'apprécier, puis apprendre à faire les choses comme il faut, dorénavant. Quel beau message. Et puis, si vous voulez participer avec nous et répondre à cette question, qu'est-ce que ça signifie pour vous être signataire, les Acadiens, aujourd'hui, du traité de paix et d'amitié avec les peuples autochtones? Rejoignez-nous au 506-532-0133 et par courriel à cjse@cjse.ca. Vous écoutez Parle, jase en ce mercredi 8 octobre. Bon matin et aussi, ici aujourd'hui, Luc Doucette, Paris Sudite et Roger Doiron qui sont avec nous. Et le numéro pour nous rejoindre, si vous voulez participer aux discussions, poser des questions ou nous dire ce que ça signifie pour vous être signataire du traité de la paix et d'amitié avec les peuples autochtones. Donc rejoignez-nous 506-532-0133. Et on a un appel justement, on va prendre un premier appel aujourd'hui. Parle, jase, on vous écoute. Oui, premièrement, j'adore votre sujet ce matin. Puis moi, à mon époque, comme les autres qui ont dit déjà, l'école ne nous a jamais éduqués sur notre histoire réelle.
et la variété au point de vue, pas que les Acadiens, mais les Indiens autochtones. Puis j'adore leur philosophie culturelle. Puis comme beaucoup d'Acadiens au tout début, ils n'ont pas éduqué, ils ne peuvent pas lire ni écrire. Mais on tout dit ça. J'ai aimé d'avoir un aperçu, bref, de développement du cimetière à Padurel, à Barachois, qui sont rendus où avec ça? Un autre sujet de l'heure, nos aînés acadiens, Monsieur Bernard Richard, Stella Boudreau, ils se sont mobilisés, un groupe d'Acadiens, parce qu'il y a un cimetière où ce qu'on est certain, parce que c'est les documents officiels du diocèse qui le démontrent, il y a au moins 61 sépultures à l'entrée du chemin où ce qui était Paturel, chemin du Cabinet. Et de ces 61 sépultures, il y a au moins une demi-douzaine de Micmac. Ça fait que c'était un cimetière Micmac acadien et c'est parmi les plus vieux, pas longtemps après la déportation, là. Ça fait qu'on a comme documenté de 1826 à un peu avant, un peu après. Et Ronnie-Gilles Leblanc, qui est un historien chevronné, qui s'y connaît en généalogie, a fait partie du comité aussi et ils ont documenté. Et ils ont essayé de mobiliser plusieurs personnes, dont les femmes, les mères de clan, Serena Francis et son frère, et d'autres, pour essayer de voir si on peut aller avec la province et protection du patrimoine pour désigner cette terre-là comme une terre où est-ce que ça peut plus être vendu en fief simple, là. C'est un cimetière. Le problème, c'est que ça a tombé dans les mains d'une propriétaire qui est québécoise. Et là, ben, la terre a été comme... C'est une longue histoire qui est trop longue pour l'émission, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça continue. Et là, le comité, il s'efforce avec la municipalité de Cap-Acadie de réacheter la terre. Et après ça, la municipalité, ils ont une juridiction municipale pour faire désigner l'endroit comme un site patrimonial important. Ce qui veut dire que ça s'en vient, là, suivez ça, c'est de l'heure, ça aussi, c'est un sujet important. Et il faut qu'on comprenne qu'en Acadie, on est pas mal catholique. Puis dans notre spiritualité, oublions la spiritualité du peuple Micmac. On respecte les sites où est-ce qu'on enterre nos ancêtres. Et c'est pour ça que j'ai de la difficulté à voir comment est-ce que ça aurait pu être transmis en fief simple, ce site. C'est pas normal. Et il y a eu quelque chose là qui a mal été. Là, on essaie de faire afiscoler les pots cassés, là. Mais puis ces aînés-là sont en âge où là, la relève, nous, les plus jeunes, on doit se mettre sur le sujet. Parce que M. Brun, Ronald Brun, M. Bernard Richard, puis Stella Boudreau et les autres membres du comité, sont passés l'âge de la retraite, puis ils travaillent encore, là. C'est avec sachant ça, il faut que les gens se mobilisent, là. Et c'est des sujets qu'on dit, c'est pas important. Archi important, selon moi. Ça fait qu'il faut vraiment qu'on ramène ça, c'est protection de notre culture et protection de qui on est, une partie importante de l'histoire de la région. Fait que oui, monsieur, gardez l'œil parce qu'il va y avoir des activités. Ils ont fait une activité à la vieille chapelle, à la chapelle à Barachois, pour faire une levée de fonds récemment. Et ça a été un succès. Ils sont rendus à la moitié de qu'est-ce que les propriétaires qui appartiennent la terre en fief simple en ce moment, ce qu'ils veulent, et les propriétaires qui sont en fait des gens du Québec maintenant, ils nous ont donné jusqu'au 31 décembre pour ramasser les fonds nécessaires pour racheter le cimetière. Une injustice sociale terrible, mais on est pris avec. Ça fait qu'on essaye de trouver une façon de protéger cet endroit-là. Ouais. Vous êtes toujours là au téléphone? Toujours. Puis, à ma connaissance, je tiens à être corrigé. Est-ce que les Autochtones de Dorchester, Farley, je pense, sont impliqués ou allons y être absolument, avec Cap-Acadie? Parce que la réserve de Fort Farley, la chef de la réserve de Fort Farley, Rebecca Knockwood,
elle a de ses ancêtres d'enterrés là. OK. Nokut, N-O-C-O-U-T-E, que nous, encore, on a francisé. Knockwood, c'est anglais. Nokut, c'est acadien. Fait qu'elle, elle a des ancêtres d'enterrés là. Si vous allez voir, il y a une plaque qui a été placée à l'entrée où est-ce qu'est le cimetière. Vous allez voir, il y a des noms de famille. Elle, ça la touche personnellement, là. Puis ça fait que eux, la réserve de Fort Farley, c'est ce que... Je vais utiliser un terme anglais, là. They are claiming that zone. Ça fait que c'est la réserve, oui, c'est la réserve la plus proche. Ça fait que c'est eux qui sont les plus proches, même Ramcook, Fort Farley, zone de là. On parle de biens patrimoniaux qui sont appropriés par des individus. Oui. Donc, il y a toute une guerre actuellement qui se passe aux îles de Madeleine. Il y a un phare au bout du chemin des Échouries. Le phare a été acheté par une célèbre animatrice de télé québécoise. Ça a été rénové parce qu'il y avait une émission qui était faite là. Et là, elle veut le vendre 5 fois le prix qu'elle a acheté. Les Madelinos se sont réunis, puis on va ramasser l'argent, puis tout à fait inacceptable. Puis le gouvernement canadien a cédé un phare, qui est propriété quand même du gouvernement, Pêche et Océan, à un individu plutôt qu'une communauté. C'est quand même incroyable. On revient vers vous au téléphone, un dernier mot. On a d'autres appels par la suite. Oui, c'est que le cimetière au Beaumont, à Ramcook, est un exemple qui ont bien travaillé. À ma connaissance, qu'il pourrait être une image de ce que le cimetière naturel pourrait être. En tout cas, c'est intéressant, mais c'est que je me demandais juste comment avancer tel fond pour acquérir... Je crois qu'ils sont rendus proches de la moitié, sinon plus, parce qu'ils ont vraiment fait des levées de fonds officielles. Fait qu'ils essaient de mobiliser les résidents, les citoyens de la région, Mi'kmaq, Acadiens, Irlandais, Écossais et Anglais, tout le monde, pour essayer de protéger un élément patrimonial important de l'histoire du terroir. Mais pour revenir à ce que l'on disait tantôt, jamais à propos de nous, sans nous, à partir de maintenant, moi, je pousse toujours, je fais partie du comité, et je pousse toujours, on ne peut pas prendre de décision autour d'une table de meeting, d'une réunion, sans avoir le peuple Mi'kmaq présent et elles ont de leurs propres ancêtres d'enterrés là. Et en plus, on est sur leur terre non cédée, là. Ça fait que des sites patrimoniaux, puis des sites, que c'est autre qu'appelle en anglais, des burial grounds, des burial sites. Ils sont des communautés archi-spirituelles. Il y a des mères de clan, dont Donna Augustine, son rôle est de protéger les esprits qui sont là. Et elle est allée à Cabimet avec moi durant le dernier congrès mondial acadien, et elle a marché la terre, et elle les voyait. Puis je vais vous raconter, c'est une vraie histoire, là. J'exagère pas, c'est exactement ce qui est arrivé. Elle dit, tu peux-tu rester dans l'auto, Paris? J'ai dit oui, je suis restée dans l'auto, elle est allée. Elle a fait le tour de la terre. Puis elle a dit, bon, ils sont là. Elle m'a pointé où ils sont. Puis elle a dit, il y a un petit garçon qui m'a demandé pour une sorte de bonbon. Puis elle dit, si je trouve la sorte de bonbon, Paris, il va falloir revenir, puis il va falloir faire une cérémonie, puis il va falloir laisser des bonbons pour le petit. Et elle est allée dans l'État du Maine, 2 mois après le Congrès mondial acadien, qui était la mer Rouge, le détroit de Northumberland, Stignictook. Et c'était le dernier Congrès mondial acadien qu'on a eu, on a fait un rassemblement Mi'kmaq acadien à Cormier-Village. Puis, elle a trouvé les bonbons. C'était des vieux bonbons, là. C'était du sucre, tu sais, qu'on met du sucre dans une casserole, puis avec de l'eau, puis on bouille ça, puis ça faisait des bonbons. Elle a dit, il faut que je revienne. Elle a fait une cérémonie. Ce souvenir, débarqué de la boîte coloniale anglaise, puis ce souvenir des liens d'amitié entre les Acadiens et le peuple Mi'kmaq, archi important. Puis pour notre âme collective, là. Vous comprenez-vous? C'est hyper important, ce site. Ça fait qu'il faut se rappeler où est-ce qu'on est. Ouais. On revient vers vous au téléphone. Oui, en tout cas, alléluia. Puis un grand merci. Merci. Puis il ne faut pas lâcher. Oui. Merci pour votre appel. On en avait d'autres qui étaient en attente. Je vous remercie pour votre patience et vous pouvez continuer de nous rejoindre au 506-532-0133. C'est Parle Jase qui se poursuit. C'est Parle Jase qui se poursuit. Bon mercredi à vous. On est toujours en
compagnie de la juriste Paryse Sudite, ainsi que Roger Doiron et Luc Doucette qui sont ici. Le numéro pour nous rejoindre, 506-532-0133. On prend un autre appel. Parle, Georges, c'est à vous. Oui, bonjour. Très, très bon sujet. Puis je pense que Paryse a bien expliqué la situation actuelle. Puis elle a bien expliqué, je pense, que dans le passé, en partie, ce qui s'est passé. Mm-hmm. Puis, un bel exemple, Luc, a eu des contacts plus proches que bien d'autres avec les Autochtones. On est fiers que tu as mentionné ça, Luc. Moi, j'ai travaillé avec les Autochtones, genre comme monteur d'acier. Et j'ai travaillé avec les Mohawks, les Ojibwe, les Iroquois, puis les Mi'kmaq, c'était au Nouveau-Brunswick. Puis, je veux dire, ça m'a ouvert les yeux comment je dirais, des bons travailleurs, premièrement, ils sont paisibles, puis on dirait qu'ils n'ont pas d'amertume, ils n'ont pas de... ils ne mentionnent pas, je pense, dans l'histoire, qui ont été oubliés, à moins que tu commences à parler du sujet, là. Mais j'ai appris beaucoup d'eux autres, puis j'ai repris les reconnaître. Moi, je nous montre à peu près, disons, 20 000 de Burn Church, je ne savais même pas qu'il y avait une réserve là. C'est comme vous avez expliqué, on a gardé ignorant de l'existence des Autochtones dans le coin. C'est quand j'ai été dans l'Ouest, j'ai vu durant le Stampede les Autochtones qui arrivaient à cheval, puis durant le Stampede, les Sioux, les Blackfoot et bien d'autres, puis que j'étais ignorant que c'était là. Puis, donc, c'est le fun que petit peu, des femmes comme Paryse qui viennent nous éduquer, nous rouvrir les yeux, c'est ce qui s'est passé dans le passé et le présent. Puis j'essaie de tenir au courant de tout ça. On oublie les Acadiens, je pense qu'on oublie que si ce ne serait pas des Autochtones, nous autres, surtout ceux-là qui sont sauvés de la déportation, que c'est eux autres qui nous a sauvés. Donc, puis on a oublié ça, là, quand je parle des fois des gens qui sont ignorants de l'histoire, puis comme ça a passé, on est ignorant. Mais si on pourrait rouvrir un peu plus les voix, puis les écouter, peut-être qu'on apprend. On apprend comme c'est là. Moi, j'en apprends plus. Puis d'en parler ouvertement, puis d'accepter ce qui est arrivé, puis comme Paryse dit, de continuer à nous éduquer, puis être loin, ce lien d'amitié. Oui, puis je vais aller plus loin que ça. En généalogie, puis notre génération, moi j'ai 53, mais ma génération est plus jeune, ça commence à revenir, on se sent de plus en plus confortable, moins d'oppression, moins de imposition de la culture anglaise, irlandaise, écossaise. Les Acadiens, dans les régions comme moi, je viens de Saint-Quentin-Kedgewick, puis je serais prête à dire que au moins un tiers ont des aînés dans leur famille, là. Puis on remonte même pas 4 générations, 100% Mi'kmaq ou Wolastoqey, mais en fait, on dirait de la Première Nation Madawaska, parce qu'on est proche d'Edmundston, puis c'est cette région-là, qui est Wolastoq, et Malécite, dans leur famille. Et on a tous oublié que c'est dans nos gènes, c'est dans nos propres familles, là. Puis on remonte même pas 4 générations, qui, en vertu de la loi sur les Indiens, on pourrait avoir une carte de statut si on habitait sa réserve. Mais il n'y a aucun de nous autres qui a habité sa réserve. On restait tous d'un rang. Puis ça, c'est à Niguac, c'est à Saint-Quentin-Kedgewick, c'est à Couchibougak, c'est à Richibouctou, c'est partout en Acadie. Et on a oublié qui ce qu'on est. C'est nos propres ancêtres, là. C'est vrai, parce que moi, je disais, à cause de mes ancêtres, je dis à mon chum, qui fait la généalogie, il y a 450 000 noms dans sa banque de données de généalogique. Puis j'ai dit, je pense pas que j'ai des traits acadiens, d'Autochtones, je veux dire. J'ai des traits acadiens, mais des Québécois, puis Écossais. Il a dit, tous les Acadiens ont du sang autochtone dans les veines. Beaucoup de nous, oui. Et on a été forcés à devenir chrétiens. Ça fait qu'on est devenu catholique, anglican, presbyterian ou United ou Baptist Church. Puis on a nié notre culture. Fait qu'on a parlé français ou anglais. Et les peuples autochtones, ça a été un traumatisme extrême, ça. Puis on a tout fait ça pour survivre.
Ben, ils nous ont traités comme dans l'Iran. Ouais. Mais je veux dire, ce qui m'a surpris une journée, il y a un enseignant de l'Université de Moncton qui venait de l'Égypte. Puis il a expliqué, il dit, on a pris les Autochtones, on les a mis dans un clan, comme Luc disait tantôt, ils les a traités comme des animaux, puis on les a ignorés, puis on les gardait dans l'ignorance puis là. Maintenant, il y a un réveil. On dirait des derniers 20 ans, il y a un réveil, puis Oui. je suis content. Puis il y a quelque chose qui me l'a chicoté un bout de temps. On a Burn Church, on avait Big Cove, tous des noms anglophones, mais on a Nigowak, Tabernacle, Caracat, Tracadie, Couchiboquac, tous des noms autochtones. C'est curieux, hein? Il y a une autre chose, dans toutes les cérémonies qu'on dit présentement, on a des présentations, que ce soit dans le provincial ou bien on dit qu'on est maintenant dans des territoires non cédés des Autochtones. Quand est-ce qu'on va arrêter d'appeler ça Crown Land? En fait, ça, c'est un autre sujet. Ça nous prendra une autre émission de Tantan Jason d'en parler parce que j'ai fait le tour du monde en tant qu'avocate. Et les experts mondiaux disent que sur une terre, un territoire non cédé, comme qu'on est ici, les terres de la couronne, c'est illégal. Le gouvernement de la province, tel qu'on l'a ici au Nouveau-Brunswick, et la division des terres en fief simple, tout ça ne peut pas être du droit formel, légal, sur une terre non cédée. Ça fait que l'imposition par la couronne britannique de leur système de droit et tout est une fausseté. Mais ça, on peut pas... là, on rentre dans des sujets où est-ce que les gens viennent sur la défensive. Ça fait qu'on va pas... On pourrait commencer à en parler, puis disons de plus en plus, puis dans les écritures, dans les actes, puis tout ça, arrêtez d'appeler ça Crown Land. Parce que ce l'est pas, parce qu'on mentionne, puis même le gouvernement l'a dit dans ses rencontres, on est dans des terres non cédées d'Autochtones. Ça veut dire toutes les licences, comme Irving, qui exploite sur les terres de la couronne, puis qui doit quelque chose comme 26 millions en taxes pour payer récemment. Tout ça, cet argent-là, c'est des fonds publics. C'est des licences que le gouvernement de la province émet. L'exploitation de la sériculture et de la forêt sur les terres de la couronne. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait de la cogestion? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. On transfère ces argents-là aux Autochtones. OK. Merci, monsieur. J'apprécie votre commentaire. Allô, c'est très bon sujet. Il faudrait que on en parle une fois de temps en temps pour réveiller les gens sur ce sujet-là. Merci beaucoup, puis belle émission, puis Wallerlin. Merci beaucoup à vous pour votre appel aussi. J'ai des gens qui étaient en attente, qui ont fait preuve de patience, mais vous pouvez réappeler. Je m'excuse, on était déjà sur un appel, le 506-532-0133. Il nous reste quelques minutes à l'émission. On tentera de prendre le plus d'appels possible. Madame Brigitte a dit tout à l'heure qu'elle était avocate. Elle était avocate. Elle était membre du barreau ontarien, mais présentement, elle est plutôt juriste qu'avocate. C'est ce que nous a dit au tout début. Je mobilise je voudrais pas que les gens comprennent mal ce qu'on dit, là. C'est bien ça, madame? Je ne peux pas offrir de service juridique. Je suis en congé de maladie. J'ai la sclérose en plaques. J'ai perdu mon barreau de l'Ontario en 2015 parce que ça faisait trop longtemps que j'étais en congé de maladie. Maintenant, je fais de la justice sociale et je trouve des bons avocats et avocates pour des sujets de justice sociale. Fait que si vous avez besoin d'avocats, vous pouvez toujours venir me voir, mais je n'offre pas de service juridique. On a de nombreux appels qui sont de retour. On va en prendre un. Parle, jase, on vous écoute. Oui, comment ça va? Très bien, et vous? Moi, je viens de dire, ma grand-mère nommée en Mouanco en 1880. Puis elle m'a dit que c'était les Indiens de Beaumont qui ont appris quoi sur la médecine, puis après, il y a vos ans pour vivre. Puis, toute chose comme je disais, c'était tous les Indiens, tout le temps pour les Indiens. Puis, elle m'a dit que le premier l'homme blanc de Mouanco qui a tué un orignal, ce temps-là, en 1880, 1850, c'était pas que c'était. C'était voir les Indiens, puis c'est pas le diable, c'était un twig eater. C'est ça qu'ils appelaient ça, en orignal. Mm-hmm. Et les Indiens, j'avais un livre, puis ma femme a trouvé dans l'armoire à Halifax. Ça dit tout. La médecine, le premier français qui arrivait back, le premier anglais qui arrivait back. Je l'ai prêté à mon avis, puis il l'a pas dit, j'ai mis le bac là-bas. Il faut d'avoir back, là.
C'était tous les médecines que les Indiens usaient ce temps-là, en 1800. Memramcook est un autre endroit où est-ce que l'histoire des relations d'amitié entre les Acadiens et le peuple Mi'kmaq en est une qui est vraiment exceptionnelle. Fait que si on va à Memramcook, près d'en haut, même passer Fort Folly, on n'aime pas le mot de Fort Folly, c'est l'avenue des Anglais qui ont monté, qui a créé Fort Folly, mais il y a une histoire, Beaumont, Memramcook, près d'en haut, les familles acadiennes de là, c'est comme Neguac, c'est comme Kidgwick, il y a beaucoup de métissage. Puis ça fait que c'est assez intéressant, il faut se souvenir de l'histoire. C'est important pour notre bien-être communautaire. Oui, parce que moi, ma grand-mère, dans cette histoire, c'est des Indiens par là, comment vraiment préagir, comment vivre avec la terre, tout ça, c'est au besoin, là. Oui. Parce que moi, j'étais jeune, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pile, il n'y avait rien de ça, là, en 1950. Des Indiens qui avaient... Ils trouvaient quoi pour la maladie, c'est tout. Ah, il y a du beau savoir qui a été partagé, puis là, c'est dommage qu'on n'ait pas continué dans cette veine-là, mais on tente de réparer les pots cassés, comme le disait Paris. Alors, on vous remercie pour votre appel. On va tenter d'en prendre un autre avant la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Parle, jase, on vous écoute? Oui, bonjour. C'est très intéressant de t'entendre parler, Paris. Quand on allait à l'école, je suis pas forte du tout en histoire. Je l'aimais pas à l'école. Quand on allait à l'école, l'histoire nous apprenait-tu pas que le Canada avait été découvert par Christophe Colomb? Oui, c'était Jacques Cartier, 1534. Oui. L'Amérique par Christophe Colomb, là, en 1492. Oui. Mais ça devrait-tu pas être refait, ça, puis dire que c'est les Indiens qui étaient ici en premier lieu? Ça commence, en fait, en Nouvelle-Écosse, parce que la question des langues officielles, c'est bizarre que les langues Mi'kmaq et Wolastoqey ne sont pas reconnues comme des langues officielles. Justement. Oui, mais en Nouvelle-Écosse, les chefs et les maires de clan se sont rassemblés puis ont dit, bon, ben c'est pas au droit anglais puis à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse de déclarer notre langue une langue officielle. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Ils ont dit, allez à l'Assemblée législative, tout ce que vous avez besoin de déclarer, c'est que notre langue était ici en premier. Puis c'est tout. Ça fait que là, la langue est officielle automatiquement parce qu'on est ici en premier et on est sur la terre non cédée. On est sur notre terre. C'est tout. Oui. Oui. Oui, puis le cimetière chez Paturel, j'ai oublié parce que j'étais dans le comité de l'Église historique La Mer Rouge un temps, là. Quelle année qui serait le plus vieux qui a été enterré, là? 1700? Ronnie Gilles Leblanc, parce qu'ils ont pu, juste à cause des livres, on recherche l'histoire, que c'est une science de l'Ouest, c'est une science coloniale, mais lui, il suspecte que ça va avant les débuts de 1800, il pense que c'est dans les années 1700, mais il y avait quelques territoires, il y avait quelques cimetières. Il y en avait un en allant vers Richibouctou, il y avait des places où on enterrait nos aînés, les décédés. Ça fait que là, lui, il pense qu'après la déportation, ça aurait commencé. Fait que les Acadiens qui étaient restés ou qui y étaient enterrés là. Mais une chose qui est certaine, c'est prouvé maintenant que les premiers Européens à fouler le sol des Amériques, c'est des Vikings. Oui, c'est vrai. Des années 1000 à peu près, longtemps avant Christophe Colomb. Oui. Les autres, ils avaient fait un petit tour. C'était des grands navigateurs, c'était incroyable. Pas de GPS, ils se fiaient à la Lune, aux étoiles. Oui. Moi, j'aimerais de voir que quelqu'un nous ferait une map de Barachois-Houbchagan, Chediac-Pissot, puis indiquer les endroits où c'est qu'il y avait des Indiens d'installer. Parce que comme Barachois, c'est un nom indien, Haute-Bouchogan, c'est un nom indien. Puis il y avait des tribus d'installer dans la région ici de Chediac. Les aînés s'en souviennent. Les aînés acadiens qui sont tout après mourir, c'est dommage. Il y en a qui se souviennent un peu de l'histoire. Mais ça, moi, puis je sais qu'on est tous des fois pas très en forme. Moi, avec la cirrhose en plaques, j'aurais de la misère à le faire. L'idéal, c'est d'aller se promener avec les aînés Mi'kmaq.
Et eux, sans toucher, il ne faut pas essayer de creuser, il ne faut pas essayer d'aller chercher des artefacts. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de se promener ensemble puis de réapprendre à se connaître sur leur terre. Et Donna Augustine en est une, elle est très en demande en ce moment, elle déborde. Là. Elle est débordée parce qu'elle s'y connaît. Elle sait où ce sont tous les sites cérémoniaux. Et c'est tellement sacré que souvent, elles ne veulent pas dévoiler où est-ce qu'ils se situent. Mais juste aller marcher le long des rivières, des ruisseaux, et d'aller voir, il y a des preuves qui existent encore. Hein? Oui. C'est ça où est-ce qu'étaient les campements? Où est-ce qu'ils déménageaient, mais ils venaient toujours sur le bord de la rivière à une telle place. Comme la rivière Squodook ici, là. Où est-ce qu'est la bibliothèque municipale et le conseil de ville et le Second Cup? Il y a là un site cérémonial. Les bâtisses sont sur un site. C'est à l'embouchure des rivières importantes. Là, il y en avait. Et ça, il faut faire attention. Hein? Il faut essayer de communiquer avec les maires de clans, puis essayer de faire des activités pour essayer de faire de la justice réparatrice, là. C'est comme plus régional, là, Barachois. Oui. Au Barachois, il y a une maison ici qui vend des fleurs. La maison, ça, c'est la maison de mon oncle. C'est là que ma mère est née, les Godets. Puis, il y a un petit ruisseau, là. Puis, au bout du ruisseau, un temps, il y avait une tannerie. Ils prenaient de la peau de vache, puis ils faisaient des ceintures. Mais ça, puis il y avait du monde là aussi, en indien. Mais c'est pas au sud du tout. Puis quand j'allais à l'école, j'apprenais pour King Tut, puis les pyramides. Mais ça me volait rien. L'Antiquité gréco-romaine, on peut-tu? Parce que ça nous valait d'apprendre ça à la place d'apprendre la culture de la région. Du terroir, oui. Je trouve ça vraiment beau de voir votre intérêt, madame. Merci, vous qui voudriez madame. avoir une carte aussi là, avec tous les emplacements. C'est vraiment beau à entendre. Et puis, je vous remercie beaucoup pour votre participation à l'émission qui est déjà terminée, par contre, aujourd'hui. Merci, Paris, pour ton savoir, tout ça que tu sais. C'est moi qui vous remercie. De voir, de partager avec on nous a autres. tout le feu à l'estomac quand on parle de ces sujets-là. Ça nous allume. Parce que c'est une plaie ouverte. Il faut guérir ça. Là. Ouais. Merci. Bonjour. Hey, merci beaucoup à vous. Puis, j'abonde dans le même sens que l'auditrice. Merci beaucoup, Paris. Ça a été très enrichissant. Beaucoup de sujets qui me touchent de près. Et il y a des sujets qu'on n'a pas pu aborder. Peut-être que ce sera partie remise. Mais très bien d'avoir parlé du mois de traité de paix et d'amitié des peuples autochtones. Je voudrais remercier aussi Roger qui a fait acte de présence aujourd'hui. Un petit problème technique au niveau des écouteurs. Justement, on remettra ça. Et merci, Luc, pour ta présence aujourd'hui. Et on rappelle aux gens que lundi, on fait relâche et congé férié. C'est vrai. C'est bien ça? C'est vrai. Lundi prochain, on ne sera pas là pour le PPJJ politique, mais on sera de retour mardi. Et demain, ça parle sport. On espère que les Blue Jays auront battu les Yankees. Je vous remercie encore une fois, Paris, pour cette journée. Et restez bien branchés à CJSE. On a de la bonne musique qui s'en vient et passez un très bon mercredi.